On retrouve nos invités pour la suite du débat. On parlait du Kenya. La Cour constitutionnelle, la Cour suprême dit non au projet de réforme constitutionnelle du président Uhuru Kenyatta. Et Georges Ewo lui pense que c'est une bonne initiative qui peut permettre le partage du pouvoir. Oui, C'était ça votre développement. Le partage du pouvoir, mais pas le partage de gâteau, comme Maurice l'a dit. Quand on dit le partage de pouvoir, ça veut dire tout simplement permettre à tout le monde de participer à la gouvernance du pays. En fait, c'est ma définition par rapport au partage du pouvoir. C'est permettre à chaque parti d'être à une partie de décision, de pouvoir prendre des décisions pour gérer le pays. Ce qui se passe, comme je l'ai dit, qui amène l'extrémisme, qui amène même les violences post-électorales, c'est que les gens pensent que quand X gagne et qui arrive au pouvoir, je dois subir. Je dois subir lors de sa mandature et je dois être soumis à ses desiderata. Je dois être quand même être oppressé. Donc du coup, quand on arrive à donner le résultat, l'autre camp qui est perdant n'accepte pas directement. Parce qu'il se dit, mais tout ce temps-là, on va m'oppresser. Même si nous a perdu peut-être. Oui, mais malgré qu'il sait qu'il a perdu. Mais même si nous arrivons à ce stade où nous savons que, mais quand bien même que c'est X qui gagne, Y peut participer à la gestion du pays, il va l'aider, il va accomplir des tâches, en attendant que le mandat finisse et que le jeu soit encore lancé, la compétition, et que tout le monde postule et que, et quelqu'un sort encore victorieux. Je pense que c'est les choses que nous voyons en Afrique, comme les tueries, les barbaries après les élections va stopper. Mais l'innovation aussi, c'est que la Cour constitutionnelle, nous l'avons vu, je crois, après l'élection du 8 août 2017, qui était sortie invalider l'élection, qui a pris cette décision louable. L'innovation aussi, c'est que les juges de la Cour suprême sont autonomes à prendre des décisions selon la constitution du Kenya. Donc, s'ils estiment que la procédure n'est pas respectée et que ça ne doit pas être l'initiative du président de la République à pouvoir initier cette démarche pour changer la constitution et permettre à insérer certains postes décisionnels au niveau du pouvoir, au niveau de l'exécutif, je pense, moi personnellement, que c'est d'ailleurs ça même ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Oui, séparation de pouvoir. J'allais poser justement cette question à vous, Maurice Donkovi, et cette sortie de la Cour suprême du Kenya prouve à suffisance que la justice est aussi indépendante dans ce pays. Oui, tout à fait. Je trouve que c'est ce qui est beau. C'est le fait justement d'avoir une Cour constitutionnelle qui va se désolidariser des projections de la présidence. Maintenant, pour revenir à ce qui est dit, c'est que ce dont on parle, c'est des projections de cohabitation. Les cohabitations n'ont jamais réussi. Même dans les pays occidentaux, ça ne marche pas. On a eu par exemple au Togo même des cohabitations qui n'ont pas marché. À une époque, on a eu, je pense, M. Edem Kodjo, Premier ministre. Après, je pense qu'on a eu M. Aboibo, Premier ministre. On a vu ce que ça a donné. Alors, soit il y a une opposition frontale entre le président et son Premier ministre, qui est en réalité son ancien opposant, ou soit on a un opposant qui devient Premier ministre, qui se fourvoie, et qui se retrouve désolidarisé de sa base parce qu'il est contesté. On estime qu'il a rejoint le râtelier. Donc généralement, ça ne marche pas. On a vu dans plusieurs pays africains, même en Europe, c'est pas quelque chose qui marche. Donc ça m'étonne un peu. C'est pour ça que je parlais de partage du gâteau. Je pense que la question n'est pas la question du partage, parce que justement, on s'entend tous sur le fait que les élections sont conflictuelles et qu'il y a perte de vies humaines. Donc, en réalité, ce qu'il faut, c'est des élections qui ne soient pas remises en cause. Et si elles sont remises en cause, c'est parce qu'au niveau de leur organisation, de leur conceptualisation, il y a un problème. Donc, il faut régler ce problème et il faut arriver à sortir de
de la dynamique politique qui est de vicier l'organisation des élections par le coupage électoral, par le tripotouillage de la CENI, par les relations d'intérêt et ainsi de suite. Le jour où on arrive à obtenir des élections qui sont crédibles, où les populations, comment dirais-je, dans lesquelles les populations se reconnaissent, ben, on n'aura plus ce genre de friction-là parce que même ceux qui ont voulu une dynamique et qui voient que ce ne sont pas leurs hommes qui ont été élus, comprennent qu'il y a une majorité parmi eux qui a opté pour un autre cas. Et c'est ce qui se passe dans la plupart des pays dits démocratiques. Alors, madame, parlant de cohabitation, parce que Georges a insisté sur cela, on le voit aujourd'hui avec, dans la démarche du président Uhuru Kenyatta, qui est derrière son opposant éternel, si on peut le dire, Raila Odinga. Et bon, la cohabitation, bon, je ne vois pas ce à quoi ça va servir tellement si son opposant farouche devient... Bon, ça peut arriver, mais cohabitation en quel sens vraiment? Parce que c'est encore flou, c'est encore ambigu. Il lui donne son soutien pour pouvoir affronter l'autre sur le terrain au moment des élections. Il donne son soutien bizarrement pour pouvoir affronter William Ruto, par exemple, voilà, qui est de son parti. Voilà. Bon, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est ça. Bon, moi, quand je ne comprenais rien. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez compris? L'autre n'est pas d'accord avec lui et il donne tout son soutien à son opposant. Une fois l'autre au pouvoir, il pouvait servir de Premier ministre ou bien de deuxième ou troisième vice-Premier ministre. Je ne sais pas. Vous voulez dire que s'il y a un accord qui est caché derrière? Oui, bon, on peut l'interpréter aussi comme ça. Bon, on n'a pas de preuves, rien n'est dit comme ça. Mais moi, je dis que bon, si les parlementaires sont arrivés à ça et que les juges de la Cour constitutionnelle, c'est ça, sont arrivés, ou bien c'est la Cour suprême. Cour suprême, voilà, sont arrivés à de telles décisions, c'est parce qu'ils sont sur le terrain, ils voient quelque chose, ils analysent quand même une attitude qui les pousse quand même à prendre une telle décision pour ne pas amener encore le peuple au lendemain des élections à s'affronter, à avoir des violences et des morts. Parce qu'il faut arriver à éviter des morts le lendemain des élections. Donc du coup, bon... Moi, je voulais ajouter une anecdote parce que tout à l'heure tu dis Uhuru Kenyatta soutient Raila Odinga. Mais l'anecdote, c'est que le père de Uhuru Kenyatta, Jomo Kenyatta, a embastillé le père de Raila Odinga. Donc le premier président kenyan a embastillé cet homme-là, l'a cassé politiquement. On peut dire que ce sont les deux partis qui dirigent le pays depuis belle lurette. Bon, je pense que le problème du Kenya, à l'instar de la plupart des anciennes colonies britanniques, c'est un problème de politique fortement arc-boutée sur la chose ethnique. Ce que je remarque dans la plupart des anciennes colonies britanniques, c'est un peu ça. Dernièrement au Ghana, on a failli avoir lors des élections des frictions un peu de ce genre-là. Et il me souviens que Nkrumah, lorsqu'il devient président, a justement un problème avec le conseil des chefs traditionnels du côté du Ghana. Donc le problème avec le Kenya, c'est que vous avez remarqué qu'à chaque fois que vous lisez un article sur le Kenya en termes politiques, on vous fait une précision ethnique en vous disant qu'il est Luo, qu'il est Swahili, il est de telle ethnie et ainsi de suite. Et je pense que le problème politique kenyan se situe là. C'est-à-dire on a des partis politiques à forte dominance ethnique. Donc la question qui se pose est de savoir le successeur désigné du parti au sein de Uhuru Kenyatta, celui à qui Uhuru Kenyatta s'oppose, à quelle ethnie appartient-il? Par exemple, pour les cas des pays comme le Kenya, mais il faut un peu pousser la recherche jusqu'à savoir mais de quelle communauté représente-t-il. Voilà. Alors, Georges, on chute avec vous sur ce sujet du Kenya. Vous parlez de cohabitation. Vous, quel regard vous avez aujourd'hui sur cette cohabitation entre le président Uhuru Kenyatta? Moi, je pense que de savoir qu'en politique, il faut nouer des accords. Il faut qu'à un moment donné, ces accords-là permettent de réduire un peu certains ardeurs.
parce que ce n'est pas fortuit que le président se mette aux côtés de son opposant. C'est pourquoi, c'est pour en quelque sorte temporiser, calmer certains... éviter les remous habituels après les élections. Oui, effectivement, calmer le jeu, puisque vous n'êtes pas sans savoir que après que la Cour suprême a invalidé l'élection, Odinga n'était plus représenté au deuxième tour, ou bien à l'élection même, pour pouvoir peut-être battre Kenyatta aux élections. Vous voulez dire ça que veut dire tout simplement, ça veut faire du bien au Kenya. Oui, effectivement, ça est en train de faire du bien. Parce que quand vous voyez, après les élections, même le président qui n'était pas d'accord, il a dit, je suis en désaccord avec la décision, mais je la respecte. C'est ce qu'il a dit après les élections du 8 août. Mais vous savez, les militants, la population suivent toujours les leaders politiques. Et c'est les consignes données par les leaders politiques qu'il y a les manifestations, quand il y a tout ce que nous voyons après les élections. Mais quand les leaders politiques arrivent à recadrer le débat, il y a toujours du calme. Vous voyez, l'élection a été contestée au Ghana l'autre fois d'une manière très propre, où le président et l'opposant, comment on l'appelle? C'est John. Non, c'est Mama. Oui, c'est Mama. Oui, qui n'avait même pas demandé aux gens de sortir dans les rues. Il pouvait demander aux gens de sortir dans les rues. Vous allez voir au Ghana. Donc, ça veut dire que les militants, la population suivent les leaders politiques. Donc, les accords se nouent à ce niveau pour pouvoir faire développer le pays. Parce que vous devez savoir que les leaders doivent s'accorder sur le minimum, la paix et le vivre ensemble. Et donc, quand nous disons que ça n'a pas marché, ça n'a pas marché peut-être comme il a donné l'exemple de Denkodjo, au niveau de la gestion, au niveau de la tête. Mais quand il y a la paix, c'est déjà extrêmement effectivement. Et il faut seulement consolider et construire sur ces acquis pour faire développer le pays. Nous ne pouvons pas s'attendre que du jour au lendemain, l'opposant et celui qui est au pouvoir, du jour au lendemain, s'accordent à faire unanimement les choses. Ouais, ça a été quand même une surprise. C'est effectivement un bon début. Moi, c'est ce que je dis jusqu'à preuve contraire. Hein? À moins que, effectivement, dans son idée, il y a des trucs cachés. Mais ce qui va se passer, c'est que ce n'est pas seulement au Kenya. Vous voyez le Libéria. Madame Johnson, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a soutenu George Weah contre le candidat de son parti. Donc, c'est des choses pour faire quoi? Pour désamorcer un certain nombre de choses et pour faire avancer le pays. Indépendamment de ce que pensent les autres. Et ce que pense même l'intérêt de mon parti. Une petite chose, 30 secondes. Voilà, alors là où je trouve qu'il y a quand même un certain genre de marchandage, on peut dire peut-être pour apposer les choses et tout ça, c'est qu'on se souvient que Arap Moi, qui était en fait Arap Moi, l'ancien président, justement, soutenait Uhuru Kenyatta. Malheureusement, c'est Kibaki qui a gagné. Ouais. Et déjà, à l'époque, on avait Raila Odinga. Après, on a eu Uhuru Kenyatta. On avait encore Raila Odinga. Donc, la version marchandage m'intéresse dans le sens où la question se pose. Est-ce que Raila Odinga est perçu comme une source d'instabilité au sein du Kenya au cas où il ne gagnerait pas les prochaines élections? D'autant plus que pour l'élection de Uhuru Kenyatta, il y avait eu des échauffourées. Mwai Kibaki, c'était approximatif. Donc il y a cela. Maintenant, le problème avec M. Odinga, c'est que, et c'est d'ailleurs, je pense, ce qu'on demande à tout homme politique, c'est de comprendre que la décision, fondamentalement, appartient au peuple. Parce qu'il était d'abord dans l'opposition, donc ne faisait pas partie de la chose gouvernementale. Et après, il a rallié Kenyatta dans sa direction du pays, dans sa volonté de diriger le pays. Donc par conséquent, il est aussi, on va mettre à son crédit les résultats du Kenya actuel.
Et par conséquent, les soutiens qu'il a eus avant peuvent ne pas être ceux qu'il aura prochainement pour les prochaines élections. Donc la question se pose, est-ce que Raila Odinga peut comprendre qu'à un moment, un certain type de population se désolidarise de lui, qui n'est plus, l'aura, l'aura de leader qu'il avait, et que cet aura aille à un autre homme politique, par exemple ce nouvel homme politique du parti de Jomo Kenyatta, nous ne le connaissons pas. En tout cas, nous ne le connaissons pas comme Kenyatta et Odinga. Allez, on reste avec vous, Horus Donkovi, et on va parler du groupe Bolloré, leader du transport de la logistique sur le continent africain, qui a annoncé être parvenu à un accord avec l'armateur italo-suisse MSC jeudi 31 mars 2022. Le montant de la vente s'élève à 5,7 milliards d'euros et concerne un large réseau de concessions portuaires, d'entrepôts et de hubs routiers et ferroviaires en Afrique. Que retenir de cet accord? Qu'est-ce que cela peut changer pour les Africains? Pas grand-chose. pas grand-chose parce que ce sont deux géants qui se sont entendus sur un accord qui les arrange chacun. La méthode qui est celle pour Bolloré d'acheter et de revendre, de changer de secteur, de permuter pour se faire du bénéfice, est une tactique qui a marché, qui a payé. Je rappelle qu'à la base, Bolloré, c'est des papeteries, c'est des papetiers. C'est ça, Bolloré. Avant que M. Vincent Bolloré fasse de l'entreprise de son grand-père ce que l'on connaît actuellement. La dynamique pour MSC est différente. C'est aussi un cas d'école dans le sens où Jean-Luc Aponte est quelqu'un qui, sur 2, 3, 4 générations, ça doit être la 3e ou 4e génération de marins. Donc, pour moi, c'est une entente entre deux géants qui les arrange. Je pense que du côté du groupe Bolloré, on a fini de voir ce qu'il y avait de ce côté-là du business. Il y a d'autres secteurs porteurs où il se veut investisseur. Ce sont des choses qu'il a déjà fait, quitter un secteur pour aller en conquérir un autre. Et puis du côté de MSC, c'est la même chose. C'est dans le sens où eux, ils sont beaucoup plus traditionnels dans les perceptions des choses. Donc, il renforce sa position, devient je pense, le deuxième plus grand armateur du monde après Maersk. Et pour moi, ce n'est que la pure logique. Je pense que c'est une leçon pour tout le monde entrepreneurial africain, tous ceux qui se projettent dans le business, pour comprendre que justement ce sont des choses qui se construisent sur des générations entières. Maintenant, quant à savoir si l'Afrique en tire quelque chose, ça sera la même chose. Ça sera le même type d'exploitation, le même type de rapport aux États ou ainsi de suite. Alors, madame, le groupe Bolloré est très étendu. Il est présent dans plus de 20 pays sur le continent et gère les terminaux à conteneurs d'Abidjan en Côte d'Ivoire, Pointe-Noire, Congo-Brazzaville, partout en Afrique. On dit qu'il emploie aussi plus de 20 000 personnes en Afrique. Est-ce que cela va changer? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Bon, c'est comme l'a dit Horus tout à l'heure, c'est de grands géants qui sont déjà là. Bon, Bolloré cède cette partie logistique à MSC, c'est ça, oui. Pour le moment, le contrat est signé seulement hier. Bon, on va voir avec le temps ce que ça va donner. Mais je me dis peut-être au niveau, peut-être que la corruption ne serait plus comme on l'a vu avec le groupe Bolloré qui a corrompu nos chefs d'État en prenant nos ports à vil prix et moyennant leur maintien au pouvoir. Vous espérez qu'avec MSC, ça va changer? J'espère un peu, puisque le peuple africain est déjà au courant de la fête de la corruption de ce grand géant. Donc, les rapports de force vont changer un peu de ces groupes-là, de ce grand géant marin et au pouvoir, je crois, parce que si Bolloré n'a pas encore fini ses poursuites au niveau de sa justice en France, ici, dans nos pays africains, ici, personne ne porte plainte, rien n'est fait. Je crois qu'ils seront plus avertis sur ce côté-là
de corruption et que qu'ils emploient du personnel, pas moindre, un nombre assez considérable de personnel. Bon, c'est de l'emploi, mais il faut aller au-delà de cet emploi-là et favoriser quand même le développement. Bolloré, entre-temps, avait promis et refaire le chemin de fer Abidjan-Ouaga, et finalement les Ouagalais étaient obligés de sortir dans les rues en disant à Bolloré de leur retourner ce qui leur revenait. Donc il faut veiller à ce que les infrastructures, tout ce côté-là, soient quand même maintenus et modernisés plus. Il ne faut pas exploiter nos richesses, nos ports et nos infrastructures. Ils y contribuent quand même en rénovant, en faisant d'autres choses, mais que ça soit quelque chose qui profite à nos pays, pas comme on a vu, on ne tire rien dedans là. Alors, on va poser la question à l'homme politique. Vous pensez que cet accord, c'est une bonne chose quand on voit toute cette ribambelle de choses, Georges Ewo, qui est reproché au groupe Bolloré? Bon, les deux entreprises, les deux sociétés sont dans le business. Vous savez, le business, c'est de bon ton, c'est de bonne guerre pour MSC, qui aujourd'hui va devenir le numéro 1 en matière de manutention, logistique et transport sur le continent. Et je pense aussi que pour le moment, comme les accords l'ont bien précisé, et comme le bon sens voudrait même que les choses ne soient pas bousculées pour le moment, je pense un tout petit peu que nous n'allons pas nous précipiter à se prononcer sur beaucoup de choses. Vous savez, en Afrique, nous n'avons pas assez de moyens. C'est pour cela que ceux qui viennent nous proposent ce qu'on appelle financement, construction, exploitation. Et c'est tout à fait normal. Quand vous êtes dans votre maison, vous n'avez pas de toit, mais vous avez un terrain, quelqu'un qui a de l'argent et qui construit, qui apporte le financement, qui construit, qui exploite, va forcément avoir, au niveau des discussions, au niveau des négociations, va avoir quand même de l'avantage sur vous dans les négociations. Moi, je n'aime pas aller dans cette discussion, d'autant plus que si vous abordez le politique, non, c'est pas la politique. Quand vous abordez le monde des affaires, vous comprendrez beaucoup de choses. C'est véritablement la loi de l'offre et de la demande d'une manière classique qui détermine les choses. Vous n'avez pas les ressources financières, vous n'avez pas les techniques pour pouvoir construire un certain nombre de choses. Mais vous avez peut-être l'atout, c'est peut-être l'espace que vous avez. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? La question. Maintenant. Non, s'il y a une question, vous posez la question, je vais vous répondre. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, ce que nous pouvons peut-être demander, c'est que au niveau des contrats, ça dit que le MSC hérite des contrats de Bolloré sur le continent. Bolloré n'a pas quitté l'Afrique, il faut noter ça, parce qu'il a d'autres secteurs tels la communication, les médias, et à un moment donné, il s'est repositionné sur ce secteur-là, comme Maurice l'a dit, et qui lui apporte d'énormes bénéfices. Donc aujourd'hui, avec la manutention, la logistique et puis le transport, vous savez, MSC, c'est une entreprise, c'est une société qui est déjà dans la consignation, qui est déjà dans l'armement, qui est déjà dans le transit. Et il n'est pas une société nouvelle. Le secteur n'est pas un secteur nouveau pour lui. Aujourd'hui, il va développer conformément peut-être à certaines aspirations. Nous ne le connaissons pas tellement par rapport à, comme certains viennent de le dire, à la politique, à la gouvernance, à le fait qu'il s'immisce un peu dans nos gouvernances, dans nos politiques. Mais étant donné qu'il va devenir le numéro 1 du continent, il serait obligé à un moment donné de courtoyer avec les politiques. Parce que c'est les politiques qui décident de beaucoup de choses. Pas avec les opposants. Non, quand on dit les politiques, je veux pas aller jusqu'à scinder les choses. C'est-à-dire que de toute façon, celui qui est au pouvoir nous représente tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on était parti à une élection, quelqu'un a gagné, ça nous représente tous.
le 2 mai, quand je gagnerai, je vais représenter le pays. Donc, je ne vais même pas aller sur ce stade. Donc, il va forcément courtoyer avec les chefs d'État qui sont au pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est de là où ils discuteront de comment gérer les ports, comment gérer les transports, comment gérer... Parce que vous devez savoir que après l'OMI, qui est l'Organisation mondiale maritime internationale, les pays ont en leur sein des organes qui gèrent tout ce qui est du secteur maritime. Et les lois sont plus ou moins faites au niveau, les lois se font plus ou moins au niveau de ces organes-là, ces organes nationaux, et qui déterminent comment est-ce que les choses doivent se passer en milieu maritime. Et vous ne pouvez pas être un organe comme ça ou bien une société comme ça et ne pas discuter pour peut-être faire avantager vos structures. Donc du coup, comme on le veuille ou pas, et peut-être certains l'appelleront corruption, mais qu'on le veuille ou pas, une telle société doit discuter avec les pouvoirs pour pouvoir véritablement développer ses activités. Discuter avec les pouvoirs au risque donc Covid, qui va y gagner, qui va y perdre entre Lomé, où il est déjà présent, Douala, Abidjan, Dakar, et partout dans un contexte de dérèglement commercial. Tout va dépendre de la capacité de la capacité pour nos États, pour notre État de négocier avec cette structure. Bon, la structure est présente déjà en Afrique du côté de la Somalie. C'est au Togo aussi. Pardon? MSC? Oui, ah d'accord, ça je savais pas. Okay, sinon ils ont un lien assez... Il a un lien avec la Somalie. Oui, comment ça se fait? Non, mais tout à fait normal. Il est italien. Le créateur de la société est italien. Et si vous voulez, à une période précise de sa vie, il était avec son père en Somalie. Il a eu une entreprise en Somalie avant de le perdre très tôt et il a rejoint l'Italie. Allez, on marque la pause pour le journal. Vous voulez revenir? On marque cette pause. D'accord. Et on revient après avec vous, chers invités.